Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle rencontre publique automnale d'Exo. Je me présente, Morgane Dumas-Toffel, conseiller aux affaires publiques chez Exo pour la Couronne Sud. Alors au nom de toute l'équipe d'Exo, dont plusieurs membres sont présents ici avec nous ce soir, merci beaucoup d'avoir répondu présent aujourd'hui en personne ici à Châteauguay, au Centre culturel, ou bien de manière virtuelle pour ceux qui nous écoutent à distance. Alors, pour cette rencontre de ce soir, on a un beau programme. On vous propose d'ailleurs le programme suivant. Dans quelques minutes, Marc Rousseau, directeur général d'Exo, vous présentera une rétrospective de la rentrée automnale sur les services. Par la suite, on aura l'occasion d'assister à 2 panels de discussion en compagnie d'experts. Un premier panel qui portera sur les défis et opportunités d'accueillir les autobus électriques pour Exo. Le second panel portera sur le bilan des refontes du réseau d'Exo. Alors, une petite consigne avant de commencer. Pour chacun de ces panels, vous aurez l'occasion de poser vos questions sur ces sujets spécifiques à la fin de ces échanges, que vous soyez présents dans la salle ou à distance. Et pour les participants dans la salle, un micro sera à votre disposition pour ce faire. En deuxième partie de soirée, pour les personnes qui sont ici sur place, vous serez invités à aller rejoindre nos experts présents aux 4 kiosques, donc à l'extérieur de la salle. Vous les avez vus en rentrant. Alors qu'il s'agisse de questions sur l'ensemble des services proposés par Exo, autobus, train, transport adapté, nos collègues ici présents, ils seront là pour échanger avec vous. Alors, on a reçu beaucoup de questions en amont de cette rencontre, notamment plusieurs questions concernant les déplacements et des déplacements très spécifiques, donc sur des lignes, des horaires, etc. Donc, on souhaitait profiter quand même de cette petite introduction aussi pour vous rappeler qu'il y a des outils qui sont disponibles comme Chrono, par exemple, pour vous aider à planifier ces déplacements-là avec des informations en temps réel, le plus possible en temps réel. Puis, notre site Web est également une bonne référence pour connaître les horaires, les trajets et l'emplacement des arrêts. Et évidemment, notre service à la clientèle, il est toujours là pour vous aussi. Un de nos agents pourra vous aider à identifier les différentes options qui s'offrent à vous pour vous déplacer à bord de nos services. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Donc, j'en parlais du volume élevé des questions reçues à l'avance, et merci encore. On ne pourra pas y répondre à chacune individuellement et spécifiquement ce soir. Par contre, plusieurs d'entre elles ont été regroupées par thème et trouveront leur réponse par l'intermédiaire des présentations de ce soir, donc des 2 panels dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Par ailleurs, d'ici les prochains jours, nous répondrons par écrit à tous les participants nous ayant posé des questions en amont de la rencontre. Donc, inquiétez-vous pas, on va pouvoir vous revenir assurément à toutes vos questions là-dessus par écrit après. Mais avant de poursuivre cette belle soirée interactive où la mobilité et les services d'Exo seront à l'honneur, j'aimerais tout d'abord laisser la parole à notre hôte, M. Allard, maire de Châteauguay, afin de vous adresser quelques mots. Merci Morgane. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Centre culturel à Châteauguay. Bonsoir les gens en ligne. Je suis très heureux qu'Exo soit venu ici pour faire cette rencontre publique d'information. Le transport en commun, c'est super important dans la région. C'est un outil important pour la mobilité. C'est un outil important pour que les gens se connectent et puissent se rejoindre. C'est aussi un outil important pour le développement économique. Et dans ce sens-là, je suis très heureux de voir qu'Exo fait la tournée des secteurs qu'il desservent pour venir rencontrer les gens, écouter les besoins. Et je trouve ça formidable. Moi, j'encourage énormément les gens à participer, à communiquer avec Exo. Puis merci beaucoup aux gens d'Exo d'être ici. Voilà. Bonne soirée, bonne rencontre tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour vos bons mots et pour votre accueil ce soir. Alors, j'invite maintenant le président du conseil d'administration d'Exo, Monsieur Pierre Fortin, à vous adresser à son tour quelques mots. Merci, merci Morgane. Merci Éric de nous accueillir. Il faut le dire, Monsieur le maire. C'est bon, c'est bon, Éric? OK, good. Merci à tous et à toutes d'être ici présents, particulièrement, bien sûr, les gens qui sont sur place, qui sont déplacés et qui ont bravé le froid. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous remercie de votre présence, qui démontre votre intérêt envers le transport en commun et envers notre société Exo. J'aimerais, ça c'est déjà fait, j'ai déjà remercié M. Allard. On a réglé ça tout de suite. Cela dit, je tiens à vous féliciter pour votre nomination au conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est ma première rencontre publique à titre de président du conseil d'administration. À ce titre, j'ai été nommé le 9 novembre dernier en remplacement de José Bérubé, à qui je tiens à remercier pour son engagement. Il présidait le CA d'Exo depuis sa création en 2017. Donc, je la salue. Elle est
probablement en ligne. Là. Je vois qu'on a d'autres membres du conseil d'administration qui sont ici. Chantal, bonjour. Donc, le conseil d'administration a la responsabilité ultime d'assurer la gouvernance des affaires d'Exo, d'en promouvoir également le succès à long terme, dans un souci constant d'optimisation de ses ressources financières, de ses ressources humaines et évidemment de l'offre de services pour les usagers et les citoyens des villes des couronnes. J'ai été nommé par la communauté métropolitaine de Montréal, qui regroupe les 82 municipalités de la région métropolitaine. Le mandat qui m'a été confié est très précis et plutôt costaud. Et ça, je vais aller dans le mandat quand même, là, parce que ça dicte un peu notre plan d'action pour l'année 2026. D'abord, avec la direction et les membres du conseil d'administration, je dois m'assurer de poursuivre la mission d'offrir un service convivial, efficace, mais également d'optimiser ses opérations et de maîtriser ses coûts. Dans le contexte actuel de manque de financement du transport collectif, il faut trouver des moyens d'équilibrer notre budget à partir des sommes qui nous sont allouées, ce qui implique d'être plus efficace, plus productif en utilisant moins de ressources. Je dois également m'assurer que l'organisation va travailler en collaboration avec l'Autorité régionale des transports métropolitains, donc la RTM, et les autres sociétés de transport de la région comme la STM, la RTL et à Laval, la STL, pour assurer une cohérence des services à l'échelle métropolitaine. Par exemple, on doit s'assurer d'éliminer, dans la mesure du possible, les dédoublements sur les lignes. On doit travailler à mettre nos ressources en commun pour le service commun, le service du transport en commun, puis le service de l'ensemble des citoyens de la grande région. Et finalement, la troisième facette de mon mandat, c'est de voir à renforcer le travail avec les villes pour organiser le développement du transport local et vous offrir un service qui répond le plus possible à vos attentes en tant qu'usager. Donc, dans cette optique-là, M. le maire le disait tout à l'heure qu'il était content de nous recevoir, mais les membres du conseil d'administration et tous les gens d'Exo ici présents sont aussi contents de venir vous voir parce que c'est en côtoyant et en rencontrant les gens et les usagers que je pense qu'on peut améliorer notre service à moyen et long terme. Cela dit, le contexte financier, je l'ai mentionné tout à l'heure, est particulièrement difficile. Les besoins et les défis sont grands. Pour rappel, la RTM a établi les besoins de financement à environ 5 milliards de dollars par année pour l'ensemble du transport en commun métropolitain. Ceci englobe à la fois les coûts d'immobilisation et les coûts d'exploitation. Ça peut paraître énorme, là, mais quand on le ramène sur chacune de nos sociétés, ça fait des budgets qui sont assez restreints. Devant une situation exceptionnelle à la suite des effets de la pandémie, sur la hausse des coûts et la baisse de l'achalandage, la CMM et le gouvernement du Québec ont convenu d'un cadre financier 2025-2028 avec lequel on doit évoluer. Et c'est dans ce contexte-là, tout à l'heure, qu'on le mentionnait, que les efforts des prochaines années ne seront pas nécessairement faciles et le mandat est plutôt costaud. Bien que le gouvernement ait accordé une aide financière spécifique de 776 millions de dollars pour la région métropolitaine, les sociétés devront revoir leur cadre financier. Cette aide est conditionnelle à la réalisation d'économies spécifiques de 156 millions de dollars en coûts d'exploitation d'ici 2028. Évidemment, c'est l'ensemble des 4 grandes sociétés de la région métropolitaine qui ont atteint cet objectif-là. Donc, Exo a sa large part à faire là-dedans, ainsi que les autres, évidemment. Cela nous a amené à prendre des décisions difficiles si on veut passer à travers le contexte financier des prochaines années. Il faudra trouver des solutions qui respectent la capacité de payer des contributeurs au transport collectif, que ce soit les villes, les gouvernements, les automobilistes, ainsi que les usagers. D'un autre côté, les solutions qu'on envisage devront permettre d'améliorer la performance de notre organisation. Nos indicateurs sont bons, on en est fiers, mais on se doit d'être encore plus performant dans le contexte actuel. D'ailleurs, je pense que Marc va revenir un peu sur les différentes données. Le conseil d'administration et ses différents comités joueront un rôle clé dans l'atteinte de ces objectifs-là. À titre d'exemple, on a un comité qualité qui est composé des 4 élus du membre de notre conseil d'administration de la Couronne-Sud et des 4 élus membres de la Couronne-Nord, vont analyser en profondeur au cours de la prochaine année toute l'offre de services aux clients. Notre comité de gouvernance et ressources humaines fera la même chose au niveau de notre performance interne et notre comité de suivi de projet fera la même chose au niveau de nos investissements. Donc, on a un programme pour nous assurer que, comme on dit, on va virer chaque pierre pour nous assurer que le service demeure
et qu'on utilise nos deniers publics de la meilleure façon possible. Donc, je disais avec mes collègues administrateurs, on poursuivra dans cette lignée au cours des prochaines années. On travaillera de pair avec l'équipe de gestion pour les appuyer dans leurs mandats respectifs. Cette équipe est menée par Marc Rousseau, que le conseil d'administration a nommé au poste de directeur général en octobre dernier. C'est à lui qui a la responsabilité de la gestion, de la planification, de l'organisation et du leadership d'Exo au quotidien. Marc, on en est très fiers qu'il soit avec nous comme directeur général. On est très fiers d'ailleurs de l'ensemble de l'équipe présente et de tous les membres d'Exo. Cela dit, Marc est un leader d'action dans lequel le conseil d'administration donne sa pleine confiance. Il a l'expérience, la rigueur et la capacité de mobiliser les équipes pour qu'on atteigne nos objectifs et qu'on définisse une vision claire pour la suite des choses. Mon rôle comme président sera de le soutenir et soutenir l'équipe de direction de manière à ce qu'on soit le plus productif possible. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle rencontre, de beaux échanges, et je passe la parole à Marc pour la suite des choses. Merci, Pierre. C'est correct. Alors, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être ici comme nouveau directeur général d'Exo. Malgré les défis, je suis très fébrile à l'idée de commencer ce mandat qui m'a été octroyé, comme Pierre le disait, par le conseil d'administration. On l'a vu à la rentrée en septembre. Dans le fond, vous êtes très nombreux à utiliser nos services. Et si on doit effectuer des changements, on va tenter toujours de le faire au bénéfice de notre clientèle. En ce sens-là, avant de passer la parole à nos panélistes, laissez-moi revenir sur les défis qu'on a vécus et les enjeux avec la rentrée automnale. Donc, premier élément que je voudrais parler avec vous, c'est vraiment la reprise de l'achalandage à la rentrée. Comme à chaque année, on vit une espèce de retour au transport collectif à la fin de la saison estivale. C'est toujours le fun de voir, dans le fond, les gens revenir dans le transport collectif. Puis cette année ne fait pas exception, mais la hausse de l'achalandage cette année a atteint vraiment un record. Pour la période du 8 au 14 septembre, le niveau de fréquentation a retrouvé son niveau pré-pandémique pour le réseau autobus pour la première fois depuis, dans le fond, la pandémie. Bon, il y a des variations là, au niveau d'un secteur à l'autre. Et quand on regarde la croissance globale depuis le début de l'année, on a eu une hausse de 5 % sur notre réseau d'autobus et de 13 % sur notre réseau de train. Et là, il y a une combinaison en fait de deux facteurs là, qui vient expliquer ça. On a vu une hausse d'inscription au niveau des cégeps et comme notre clientèle est composée de 47 à 48 % là, dépendamment des couronnes d'étudiants sur notre réseau, c'est sûr que ça vient grandement influencer, là, si vous voulez, l'achalandage à base de notre réseau d'autobus. Et puis, bien sûr, là, le retour marqué en présentiel de plusieurs employeurs, notamment vers le centre-ville, ça nous occasionne également beaucoup d'impact sur notre croissance au niveau de l'achalandage sur notre réseau d'autobus, train et également transport adapté. Par contre, ça a aussi occasionné des pressions, je dirais, sur certaines lignes d'autobus. Donc, on a vécu une croissance de 18 % du nombre de voyages qui est à pleine capacité. Donc, ça, on est très conscient de ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement des départs d'autobus pour lesquels les bus étaient pleins et on n'a pas été en mesure d'embarquer tout le monde lors de ce départ-là. Donc, c'est une situation qui est très difficile. On en est bien conscient. On a d'ailleurs reçu plusieurs questions via le formulaire de participation à cette rencontre. Morgane en a parlé un peu plus tôt au début de rencontre et qui demande d'ajuster, en fait, la fréquence de certaines lignes d'autobus. Donc, nos équipes de planification cherchent toujours à améliorer, dans le fond, notre réseau.
On a une équipe de planif qui est quand même très chevronnée et en fait, la responsabilité de cette équipe-là, c'est de trouver une façon d'améliorer notre réseau là, de saison en saison, parce que c'est comme ça qu'on le regarde. Donc, l'enjeu qu'on a, bien sûr, c'est, Pierre en a parlé, l'enjeu qu'on a principal, c'est notre budget d'exploitation. Donc, on va se dire les vraies choses, de pouvoir ajouter, dans le fond, des heures de livraison d'autobus ou des voitures de train, ça devient extrêmement difficile avec le budget qu'on a au moment où on se parle. Pour ce qui est de la ponctualité, un défi qu'on a, bien sûr, même chose que les automobilistes, là, pour ce qui est des autobus, on roule la plupart du temps sur des routes qu'on partage avec les automobilistes. Donc, on est victime également de la congestion routière. En fait, la congestion routière est à l'origine d'à peu près 70 % de ce qu'on appelle, nous, des perturbations et 6 % qui sont dus aux entraves routières. Ici aussi, la situation elle est extrêmement difficile d'un secteur à l'autre. C'est très variable aussi d'un secteur à l'autre. La congestion, elle est pire, bien sûr, sur certains axes principaux comme le pont Mercier ici, l'autoroute 25 sur la Couronne Nord, l'autoroute 30, l'autoroute 15 dans le secteur Laurentide et la route 116 dans le secteur de la vallée du Richelieu. La bonne nouvelle, c'est que notre taux de livraison de service est à 99,6 % sur notre réseau d'autobus. Ça représente quand même très peu de voyages annulés quand on se compare avec les années précédentes. On est dans un secteur ici, dans la région de Châteauguay, où le taux de ponctualité est très en bas de la moyenne dont on vient de voir. Donc, le taux moyen est à 77 %. Dans la région de Châteauguay, on est à 53 % depuis la rentrée automnale. C'est particulièrement difficile dans le secteur sud, mais je veux que vous sachiez qu'on en est bien conscient et qu'on essaie de trouver des solutions. En fait, on est en œuvre depuis qu'on a vu notre réseau se dégrader. Nos équipes sont à pied d'œuvre avec la Ville pour essayer de trouver des solutions. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les lignes de Châteauguay, bien, ils circulent, c'est des lignes locales, mais il y a aussi des lignes qui sont régionales. Ces lignes-là sont destinées, ils s'en vont surtout vers Montréal. Les lignes qui s'en vont vers Montréal sont particulièrement affectées, non seulement par les travaux qui ont actuellement à Châteauguay, mais il y a également d'autres villes où passe le réseau de bus avant qu'il arrive à Châteauguay qui sont aussi affectés par des travaux ou encore par la circulation là, à partir du moment où on embarque sur le pont Mercier. Donc, une des solutions qu'on a trouvées pour être capable de réduire l'impact des fermetures sur les trajets d'autobus et la congestion routière, c'est en fait ce qu'on propose aux gens, c'est d'aller se stationner, en fait, dans le stationnement de l'Agora, qui est ici tout à côté. Ça va permettre deux choses, en fait. Ça va décongestionner le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Là, comme vous savez, le terminus de Châteauguay est sur ce boulevard-là. C'est sûr que l'accès au stationnement est plus difficile. Donc, ce qu'on recommande aux gens, c'est vraiment d'utiliser le stationnement de l'Agora. Ça va nous permettre justement de décongestionner ce secteur-là. Maintenant, quand on passe au niveau de notre réseau de trains, cette année a été un peu plus difficile, je vous dirais. Ça a été marqué par, dès la fin de l'hiver, en fait, ça allait quand même assez bien là, tout au long de l'hiver, jusqu'à temps qu'on ait deux, quand même, tempêtes de neige importantes, notamment au mois de février. C'est ce qui nous a pas aidé, en fait, au début de l'année. Et puis, on se rappelle là, que les tempêtes de neige ont beaucoup d'impact, dans le fond, sur notre réseau ferroviaire, notamment sur les aiguillages et nos différents équipements. Donc, notre taux de ponctualité a été affecté à ce moment-là particulièrement. Pour ce qui est du reste de l'année, je vous dirais que ce qui vient affecter notre réseau de trains, c'est principalement les perturbations qui arrivent avec les trains de marchandises. Bon, je le rappelle souvent, là, les emprises sur lesquelles on circule n'appartiennent pas à EXO. 80 % des emprises ferroviaires sur lesquelles on circule appartiennent soit au CN, soit au CP. Donc, on doit composer avec les trains de marchandises à tous les jours. Je vous dirais que nos équipes
opérationnels sont en constante communication avec le centre de contrôle ferroviaire, soit du CN et du CP. Donc, à chaque semaine, on partage des données avec ces gens-là. À chaque semaine, on discute de ce qui a pu perturber, dans le fond, nos lignes de train, et puis on tente de trouver des solutions. Les usagers du train qui sont parmi vous ont peut-être remarqué que sur les panneaux d'affichage de nos gares, on utilise désormais les heures de passage en temps réel. On donne les détails également concernant la cause des retards et la durée estimée du délai. On a aussi adapté les termes qu'on utilise pour nos messages, en fait, pour que nos messages soient plus clairs. Alors, ces améliorations-là permettent à la clientèle d'avoir l'heure juste et de comprendre clairement ce qui se passe sur notre réseau de train en cas de perturbation. Ça leur permet également de prendre des décisions peut-être plus éclairées aussi là, lorsque vient le temps de planifier leur déplacement. Maintenant, parlons du transport adapté. Transport adapté également, on a vu un bond au niveau de l'achalandage. En fait, on a vécu un record historique au mois d'octobre cette année. Le dernier record avait été battu à la même période l'année passée. Donc, c'est quand même un défi pour nous de pouvoir continuer à rencontrer la demande. Mais comme on peut voir, la ponctualité de notre service sur le transport adapté tourne autour de 89 %. On a un taux de satisfaction quand même assez élevé là, au niveau de cette clientèle-là, à 91 %. Donc, c'est quand même très important pour nous de continuer à desservir cette clientèle-là de bonne façon. Un des éléments qu'on a changé également cette année pour le transport adapté, en fait, depuis le 24 novembre, on prend des réservations maintenant jusqu'à 17 heures, et ça maintenant 7 jours sur 7. Parlons maintenant de transport à la demande. Le transport à la demande, c'est également un des services qui est de plus en plus utilisé par notre clientèle. En fait, Exo travaille à diversifier son offre de services, toujours dans l'objectif d'adapter en fait aux besoins là, de nos clients. Le transport à la demande est un parfait exemple où on constate que le service est très performant et qui répond aux besoins de nos clients. Et puis récemment, on a ajouté une nouvelle zone de transport à la demande dans la région de Candiac, d'Elsun, Sainte-Catherine et Saint-Constant. C'est un service qui est offert les fins de semaine et les jours fériés, en fait en remplacement de lignes fixes qui ont des horaires et des circuits fixes pendant la semaine. On a bien sûr une liste de critères là, pour analyser si une zone a un potentiel fort pour du transport à la demande, et les régions que je viens de vous nommer là, avaient un potentiel quand même qui était très intéressant pour les services de fin de semaine et lors des jours fériés. Ce nouveau déploiement de transport à la demande s'inscrit en fait dans une vision stratégique d'optimisation de notre offre de mobilité pour répondre aux besoins de déplacement locaux de nos usagers, et ce, en respectant notre budget d'exploitation. Et Pierre l'a nommé un peu plus tôt, là, je pense qu'un des défis qu'on a, c'est justement de trouver une façon de faire plus avec les budgets que l'on a. En terminant, peut-être juste faire le point sur certaines de nos refontes de réseau. Donc, avec la mise en service de l'antenne 2 Montagnes du REM, en novembre dernier, on a franchi en même un jalon important au niveau de la refonte de réseau d'autobus chez Exo. Le nouveau réseau du secteur ouest et centre-est des Laurentides a été mis en service. Ce réseau offre des trajets plus simples et directs. Il vient assurer une desserte qui est plus efficace dans le territoire, qui est dans ce territoire-là, qui est en pleine croissance. On avait commencé par le secteur nord des Laurentides en juin dernier, puis on est maintenant dans la deuxième phase. Ce qui avait été, en fait, ça avait été pensé de cette façon-là, là, de le faire en 2 phases pour nous permettre, en fait, à la clientèle, une adaptation qui était plus progressive, s'assurer qu'il n'y avait pas d'interruption au niveau du service, tout en tenant compte des réalités propres à chaque secteur.
On a également décidé de maintenir les navettes 404, 498 et 904 jusqu'au 31 janvier prochain et la ligne 499 jusqu'au 30 avril 2026. Tout ça pour soutenir de la clientèle pendant la période de rodage du REM. Je sais que plusieurs usagers de la ligne Mascouche, en fait, attendent avec impatience l'ouverture de la gare Côte-de-Liesse, qui va être, dans le fond, la gare qui va faire la correspondance avec le REM à Ville-Saint-Laurent. On a reçu d'ailleurs plusieurs questions à ce niveau-là. Donc, il reste encore des travaux à faire pour mettre en service cette gare-là par plusieurs partenaires. Dans notre cas, lorsque les travaux vont être terminés, nous, du côté d'Exo, on a des tests ferroviaires à faire, là, bien sûr, pour s'assurer que tout est correct. Donc, pour ce qui est du secteur, donc on devrait être capable de vous annoncer une date d'ouverture de cette gare-là, qui est très attendue, on le sait, là, au cours des prochaines semaines. Pour ce qui est du secteur de la presqu'île, la refonte devrait avoir lieu au printemps prochain, au moment où la mise en service là, de l'antenne Lance-Alorme du REM. Donc, des projets de refonte comme ça, ce sont des processus qui sont de longue haleine, qui impliquent quand même plusieurs étapes si on veut s'assurer qu'on rencontre les besoins des usagers. Donc, ça passe par des processus quand même de consultation. Normalement, il y a 2 étapes de consultation si on veut s'assurer de rencontrer les besoins là, des usagers. Donc, dans le secteur nord-ouest et dans le secteur de l'Assomption, Terrebonne-Mascouche, on s'apprête à franchir une autre étape. On prévoit au début de l'année prochaine là, que nos équipes vont retourner pour une 2e fois consulter la population sur une proposition de nouveaux réseaux et de pouvoir le valider en fait avec vous et identifier des pistes de bonification. Alors, si vous êtes dans l'un de ces 2 secteurs, on vous invite fortement à y participer. Par la suite, on va travailler à l'opérationnalisation de ce nouveau réseau-là dans les secteurs que je viens de vous nommer. Et par la suite, il va nous rester, dans le fond, un seul secteur à faire, qui va être le secteur de Sainte-Julie, Vallée-du-Richelieu et Sorel-Varennes. Donc, pour parler plus en détail de ce point-là, nous avons prévu justement un panel de discussion qui va vous permettre de mieux comprendre un peu la complexité de faire une refonte et comment on vient à bout de mettre en œuvre justement et de mettre en opération un réseau là, qui est optimisé. Alors sur ça, moi je vais redonner la parole à Morgane. Donc ça vous fait un peu le tour là, de ce qui se passe au niveau de nos services. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour toutes ces informations. Ce qui nous amène à notre section prévue sur les panels, à commencer par le premier portant sur l'électrification, puisque ça signifie pour Exo le fait d'accueillir des autobus électriques notamment. Alors pour ce faire, je vais accueillir sur scène Caroline Julie Fortin, directrice communication et affaires publiques, qui animera ce panel et sera accompagnée de 2 de nos experts en la matière qu'elle vous présentera dans quelques instants. Tout à fait. Merci, Morgane. Merci beaucoup. Alors, en effet, j'invite de ce pas, en fait, Jim Colonel-Bertrand, qui est directeur exécutif à l'exploitation, et Alexandre Ekem, qui est directeur principal. Et là, je vais te l'avouer, j'ai un blanc soudain. Gestion des actifs. J'ai du mal avec ce nom-là. Excusez-moi. Alors, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce panel avec nous. L'électrification des transports, c'est un sujet d'actualité. Je pense qu'on en a tous entendu parler d'une façon ou d'une autre, que ce soit du transport collectif ou du transport personnel dans les dernières années. C'est sûr que c'est un contexte où la technologie, elle évolue rapidement. On le voit nous-mêmes. Et aussi, dans le cas du transport collectif, l'engouement, on va dire, ou du moins la nécessité d'avancer rapidement dans ça, elle est venue aussi de cibles que le gouvernement a annoncées il y a quelques années, vous vous en souviendrez. Là, on est, je vous avoue, un petit peu en attente de certaines orientations plus claires sur certains points, mais ça a quand même, chez nous, suscité le début de travaux d'acquisition d'autobus électriques et de travaux aussi de tout ce qui requiert les infrastructures pour les accueillir. Donc, c'est un jalon important qui a été franchi récemment, puisqu'on a reçu le premier autobus électrique, ce qu'on appelle la tête de série,
Oui, donc vous avez un aperçu ici, effectivement. Alors que l'auto électrique, c'est le premier de 9. En fait, c'est le premier de 10, il y en a 9 autres qui viennent, pardon. Alors que l'auto électrique s'est démocratisé beaucoup dans les dernières années, on est généralement un petit peu moins familier avec les autobus, ou du moins, je vous mets au défi de... Bon, je vois qu'il y a quelques experts dans la salle, là, quand même, mais je vous mets au défi quand même de pouvoir m'en dire beaucoup sur comment fonctionne un autobus électrique. Et on a voulu organiser ce panel pour démystifier un peu ce que ça veut dire, préparer une organisation comme la nôtre à recevoir non seulement ses premiers autobus, parce qu'on n'est pas propriétaire des autobus à l'heure actuelle, mais aussi le premier autobus électrique. Donc, on va aborder plusieurs éléments, notamment tout ce qui vient toucher la préparation, entre autres. Alors, je vais lancer la première question. Au-delà de l'électrification des transports qui est nécessaire là, pour faire diminuer les gaz à effet de serre, parce qu'il y a aussi des cibles environnementales importantes qu'on cherche tous à atteindre, ça veut dire quoi pour Exo d'avoir des autobus électriques? Puis comment on se prépare, Jim, à les accueillir? Oui, merci Caroline Julie. Alors, premièrement, ça veut dire quoi pour Exo d'être propriétaire d'autobus? Parce que c'est un double changement pour Exo, contrairement à la plupart des sociétés de transport qui sont déjà propriétaires de leurs autobus. Exo, actuellement, n'est pas propriétaire de ces autobus. C'est nos fournisseurs privés qui sont propriétaires des autobus et qui nous offrent le service à travers les contrats qu'on a avec eux. Donc, on a un double changement. Donc, Exo a décidé de transférer son modèle d'affaires, devenir acquéreur des autobus dans le futur, ce qui va vraiment nous mettre en contrôle de nos coûts. On parlait tantôt d'enjeux budgétaires. Cette transition-là va nous permettre d'être beaucoup plus en contrôle de nos coûts. Et évidemment, est venu se greffer à ça la volonté gouvernementale d'électrifier les flottes et de faire baisser les gaz à effet de serre. Donc, on fait deux changements en même temps, là. On devient acquéreur de nos propres véhicules et également de véhicules électriques. Donc, une fois ça dit, effectivement, il faut se préparer à être propriétaire et deux, à des autobus électriques. C'est des autobus qui sont nouveaux à la fois pour notre fournisseur, mais pour nous aussi. Donc, il a fallu préparer en amont une équipe d'ingénierie. Donc, on a créé une équipe d'ingénierie là, qui a préparé tous les plans au niveau de la maintenance de ces autobus-là pour s'assurer que quand ils vont arriver, on sera capable de pouvoir aller aider nos transporteurs à cette gestion de changement-là. Il va falloir former nos transporteurs à opérer et surtout faire la maintenance d'un véhicule électrique parce que ça change complètement d'un véhicule diesel. Vous le voyez sur la photo, ça a l'air d'un véhicule comme les autres, mais si vous ouvrez le capot en arrière, il n'y a plus rien qui ressemble à un véhicule actuel. Donc, il faut effectivement préparer le changement pour nos transporteurs, puis se préparer nous aussi, évidemment, à devenir propriétaires, parce que ça vient avec des requis légaux au niveau du permis d'exploitant de véhicules lourds, par exemple. Donc, on se prépare à tout ça pour vivre cette transformation-là. Puis, j'imagine aussi qu'il y a des expertises dont on a besoin, d'une certaine manière, d'intégrer. Oui. Est-ce qu'il y a des infrastructures aussi qu'il faut qu'on prépare? Oui. Pour ceux qui ont déjà un véhicule électrique chez eux, vous remarquez que ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un véhicule à gaz. Vous avez peut-être fait installer chez vous des bornes électriques. C'est pareil pour nous. Donc, en plus gros. En plus gros, bien sûr, et plusieurs à la fois. Donc, on a eu la chance, on a un garage déjà qui nous appartient, donc on a eu la chance de pouvoir se servir de cette infrastructure comme bande d'essai pour nous. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était amener les bornes électriques, mais ce n'est pas juste amener les bornes électriques, c'est amener toute l'infrastructure au niveau, aux normes et à pouvoir recevoir les autobus électriques. C'est-à-dire qu'on passe d'un bâtiment normal à une aide au transport, c'est-à-dire que ça devient une partie complète du système d'autobus électrique. Donc, il faut augmenter la capacité électrique, il faut mettre aux normes la protection incendie, que ce soit par rapport aux colonnes, que ce soit par rapport au temps pour sortir les véhicules. Il fallait changer aussi la façon dont les véhicules allaient se déplacer à l'intérieur du garage, donc changer l'agencement de certaines baies de travail. Et bien sûr, le travail aussi qui est fait dans ces bâtiments est différent de ce qui était fait avant. Ce n'est pas la mécanique traditionnelle, comme l'a dit Jim avant, c'est complètement différent. Donc, les équipes de travail ont besoin de postes différents. Oui. Parce qu'à 800 volts,
il faut avoir la bonne procédure pour travailler sur l'autobus. Sinon, c'est plus fort que le café. Là. Ça On ne veut pas faire d'erreur. Ça J'avoue que quand même, hein, c'est pas tout à fait simple. Non. Et là, donc, on a reçu un premier autobus qui est en phase de test. Oui. Il n'est pas encore, vous ne le verrez pas, vous ne pourrez pas monter à bord tout de suite, ça s'en vient. La prochaine question pour eux, c'est notamment quand est-ce que ça va être possible. Mais ce que je cherche à savoir d'abord, c'est quoi les prochaines étapes? Ça veut dire quoi avoir un autobus en phase test? Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois? Puis quand est-ce qu'on va pouvoir monter à bord? Mm-hmm. Ben ça, c'est la grande question. Alors, ce sera pas si long qu'on pense pour monter à bord. La beauté de la chose, c'est qu'on participe à un achat groupé d'autobus. Donc, on achète nos autobus avec l'ATUC, qui est l'association de transport urbain du Québec, qui fait donc des achats groupés pour toutes les sociétés de transport au Québec. Donc, on aura à peu près le même bus que tout le monde. Et on a des sociétés de transport qui ont déjà reçu des pré-séries, qui ont déjà commencé des tests. Donc, ça va nous permettre, nous, de raccourcir un petit peu notre temps de test. Donc, on va le tester, mais on n'aura pas des tests aussi exhaustifs que si c'était vraiment le tout premier bus qui sortait de la chaîne de montage de chez le fournisseur. Donc, évidemment, ça va être au bénéfice de notre clientèle qui sera capable de monter plus rapidement dedans. Il y a toute une série de tests là, au niveau de la télémétrie. Évidemment, on va tester évidemment l'autonomie. Alors, les soirées comme ce soir, ça aurait été bien pour tester l'autonomie hivernale. on va tester ça dans pas longtemps. Et puis, toute la télémétrie, les systèmes embarqués. Il y a beaucoup d'électronique maintenant parce que on a des GPS à bord, on a des modules de communication, on a les systèmes de vente et perception qui sont aussi en temps réel, qui doivent communiquer par Internet. Donc, on a beaucoup de systèmes. Et puis, évidemment, tous les systèmes de propulsion, donc le moteur électrique, les batteries. On va tester tout ça, évidemment, de fond en comble. Mais il y a aussi des tests reliés à la santé-sécurité. Donc, on a plusieurs équipes chez Exo là, qui vont réaliser un paquet de tests sur l'autobus dans les prochains mois. Et puis, on va le mettre en service le plus rapidement qu'on peut. Je te vois l'admirer. Là. Il regarde la photo. Oui, il est beau. Je vois l'admirer, l'autobus, qui est très beau. Je dois avouer que la tête de série, on a un très bel autobus qu'on a bien hâte de vous montrer. Puis, je trouve ça important. Tu parlais beaucoup de la sécurité. Puis, effectivement, on a entendu des cas d'autobus. Tu sais, un autobus, entre autres, qui a pris en feu, mais c'est pas quelque chose qui est habituel. Puis, nous, on met justement tout en place pour que, surtout, ça ne se produise pas. C'est important de le dire aussi. Bien, c'est sûr que ça paraît sensationnel quand on parle d'un autobus en feu. Et puis, malheureusement, le pauvre autobus scolaire qui est passé au feu, c'était un problème de système de chauffage. Ça n'avait rien à voir avec les batteries et ça n'avait rien à voir avec le système de propulsion. Donc, on est malheureusement victime du sensationnalisme des fois. Mais c'est évidemment, par contre, l'emballement thermique, ça existe. C'est un phénomène qui existe dans les batteries. On a par contre des batteries qui sont de chez Volvo, en fait, sur ce véhicule-là. Donc, on a des batteries qui sont quand même d'une bonne réputation. Et on a effectivement tout un standard là, de procédure à faire si on détecte un emballement thermique. Donc, ce sera de toute façon automatique. Il y aura des alertes programmées s'il y a un emballement thermique de la batterie. Et on aura assez de temps pour intervenir, pour sortir l'autobus du garage. L'idée, c'est qu'on a vraiment des zones de quarantaine à l'extérieur du garage. On aura le temps de sortir l'autobus du garage. L'idée, c'est que peut-être lui va passer au feu, mais les 60 autres ne passeront pas au feu. Non, puis personne non plus. Et personne non plus, évidemment. Il y a plusieurs sociétés de transport qui en ont, des autobus. En quoi le nôtre est différent? Comment ça va changer l'expérience des clients? Bien, premièrement, il est plus beau. Oui. Moi, je le trouve plus beau que les autres. C'est vrai. Donc, voilà. Alors, comme je disais, on fait un achat groupé. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont standardisées dans l'autobus. Donc, que vous soyez au Saguenay, à Québec, à Sherbrooke, vous allez retrouver certains éléments qui sont les mêmes. Par contre, on a quand même certains éléments qui sont distinctifs pour chaque société de transport. Et nous, en fonction de notre territoire qui est très grand, on a des distances très longues, qu'à voir la ligne 1. J'entendais madame parler de la ligne 1 tantôt. La ligne 1, c'est qui va de Valleyfield à Angrignon, c'est long. Donc, on a favorisé le nombre de places assises. Donc, on maximise le nombre de places assises par rapport au nombre de places debout. Donc, on aura moins de places debout, plus de places assises. Et on aura également des sièges un petit peu plus confortables que les sièges d'autres sociétés de transport là, qui seraient plus
en standard de coquille plastique. Nous, on va rajouter des coussins dessus pour que ce soit plus confortable pour notre clientèle. Des plus longues distances aussi. Des plus longues dans certains distances, cas, faut exactement. dire. Donc, on veut s'assurer que notre clientèle ait la chance, de s'asseoir, et une fois assise, que ce soit 2, plus confortable. On va également avoir 2 places pour des fauteuils, pour des personnes à mobilité réduite. Certaines sociétés de transport en ont qu'une. On a décidé d'en avoir 2 pour permettre à un couple, par exemple, ou de pouvoir embarquer avec 2 fauteuils. Puis là, vous ne le voyez pas, là, mais on a une nouveauté. Celle-là, tout le monde va l'avoir, mais on va avoir des miroirs qui vont être en fait des caméras. Donc, on n'aura plus de miroirs protubérants comme il y avait avant sur les autobus. Ça va être des petites caméras, là, puis le chauffeur aura deux petits écrans à l'intérieur, ce qui va favoriser beaucoup la vision de nuit. Puis, il y aura aussi moins d'accumulation de neige ou de glace ou choses comme ça, parce qu'il y a des petits systèmes de nettoyage des caméras. Fait que ça va améliorer la sécurité là, au niveau de la visibilité du chauffeur. Parfait. Alexandre, dans les infrastructures, est-ce qu'il y a des choses qui changent aussi? Bien sûr. Comme pour les bus, on doit faire nos tests aussi. Jim a parlé justement des procédures incendie. Il va falloir qu'on les teste, voir si ça marche. Il va falloir qu'on teste la redondance du bâtiment. Qu'est-ce qui se passe en cas de coupure d'électricité? Est-ce que les génératrices vont partir à temps? On va aussi pouvoir gérer les pointes. Aujourd'hui est un très bel exemple. Si on commence à charger... C'est quoi une pointe? Oh, les pointes électriques, Point d'Hydro-Québec. de consommation. Point de consommation. Si on charge tous les autobus pendant qu'il y a un grand froid, ça crée des pointes. Donc, on va pouvoir gérer ces pointes-là. On va pouvoir mettre en place des procédures pour voir comment gérer la consommation en temps réel et utiliser les zones un peu plus calmes, disons, pour utiliser plus d'énergie. Donc ça, c'est très intéressant. Et utiliser tous les outils domotiques qui viennent avec ces nouvelles technologies pour pouvoir monitorer le bâtiment au complet et s'assurer que tous les matins, les autobus peuvent partir comme ils doivent le faire. De la musique à mes oreilles, Alexandre. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on veut. Prêt, quoi. Oui, effectivement. Merci à tous les deux pour ces réponses, surtout aussi sur l'explication de ce que ça veut dire, cette nouvelle technologie-là. Je pense qu'on a très hâte tous de le voir, cet autobus-là, sur les routes. Et puis, nous, de notre côté, on va continuer à mettre en place tout ce qu'on a besoin pour être prêt à accueillir les clients à bord. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Ça va être la fin de ce premier panel, mais on a prévu quand même une courte période de questions sur le sujet. C'est sûr que là, ce qu'on veut vraiment faire, c'est se concentrer sur le sujet. Donc, est-ce que là, c'est l'occasion de poser la question technique sur les autobus électriques, la curiosité que vous avez? C'est le bon moment de la poser. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? À tout hasard. Je pense Oui, monsieur, il y a un micro qui vient vers vous. On nous entend, c'est bon. Oh, c'est parfait. Ouais. Bonjour. Je salue vraiment les efforts d'Exo de parler de certains aspects opérationnels qui sont souvent pas connus par la clientèle. Et puis, j'ai une question spécifique sur l'électrification des réseaux d'Exo. Dans le plan des immobilisations 2025-2034 d'Exo, il y a un projet qui vise à électrifier la ligne de train Saint-Jérôme. Vu qu'une grosse partie de l'emprise de la ligne Saint-Jérôme appartient déjà à Exo, et vu que c'est un projet qui a déjà été étudié à l'époque de l'AMT, est-ce que le projet implique une électrification par batterie ou une électrification par caténaire? C'est vrai qu'on était dans le sujet autobus. Là. Non, mais c'est bon. C'est une très bonne question, puis c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'études dans le passé. Normalement, mon collègue ici aurait été mieux placé, mais je vais essayer de lui faire justice avec ce que j'en connais. Ça fait partie de ce qui est regardé en ce moment. Effectivement, on n'est pas encore fixé sur un modèle de propulsion adéquat. C'est-à-dire que, oui, il y a les caténaires, comme vous le voyez, le REM fonctionne avec des caténaires. Par contre, est-ce que c'est la propulsion du futur? On ne le sait pas encore. Puis oui, on parle, ça pourrait être les batteries, une fois que la technologie sera là. Ça pourrait être d'autres choses. De l'hydrogène. De l'hydrogène, par exemple. Ça pourrait être un mix des deux, donc caténaire puis batterie pour les endroits où on ne peut pas avoir des batteries, où on ne peut pas avoir de caténaire, pardon. Tout ça, ça va venir avec l'évolution de la technologie, l'évolution des batteries, et aussi l'opportunité, à un moment ou à un autre, d'avoir
assez d'argent pour aller de C'est l'avant ça, il avec y a une ça. question de financement aussi pour être capable de faire le projet. Hein. Exactement. On a un petit défi de ce côté-là, je vous dirais. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'électrification des autobus? Oui, Bonjour. bonsoir. Au niveau de l'autonomie de ce genre d'autobus-là, son efficacité, puis est-ce qu'il y a des chances que des longues lignes, comme la ligne numéro 1, justement, à Valleyfield, soient desservies, ou c'est à peu près à quel endroit que les premiers prototypes vont être utilisés? Alors, les premiers, en fait, vont être utilisés principalement sur le secteur de Sorel-Varennes, donc dans l'axe de la 132, vers Cher, Contrecoeur, Varennes, pour la simple et bonne raison que notre seul garage qui sera électrifié sera notre garage de Sorel. Donc, on a parlé tantôt du projet d'installation de bornes. Les bornes sont installées. On a fait les choses dans l'ordre. On a fait les bornes avant de recevoir l'autobus. Sinon, c'est un petit peu... on se retrouve... on l'utilisera pas très longtemps. On l'utilisera pas très longtemps, sinon. Donc, ça va être dans ce secteur-là. Et la ligne 700, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est même plus longue que la ligne 1. Donc, oui, on va pouvoir les utiliser. Ce que ça va, par contre, générer, c'est qu'on ne pourra pas partir avec un autobus comme actuellement, diesel, qui peut faire 1000 km avec son plein d'essence, de gasoil. Fait que là, on ne pourra pas partir toute la journée avec le même bus. Donc, on va faire un voyage, un deuxième, on va venir changer de bus, on va remettre le bus à charger, prendre un qui vient de finir sa charge, et on repart. Fait que là, c'est sur un petit échantillon, là. Mais disons que si on regarde sur une flotte complète, là, Exo a 600 autobus sur la route tous les jours, là, si on devait faire exactement le même service avec des autobus électriques, ça nous en prendrait à peu près 3 à 5 de plus de nombre d'autobus là, pour gérer justement ces changements. Ça, c'est avec la technologie actuelle. On parle de 350 km d'autonomie hivernale, donc l'été, on va en avoir plus. Si on fait des circuits avec plus d'arrêts de départ, on va encore gagner, parce qu'avec la régénération, c'est exactement comme une automobile électrique. Là. Plus on est sur l'autoroute, plus ça consomme beaucoup. Donc l'inverse d'un véhicule à essence. Donc c'est ça. Mais évidemment, avec les nouvelles générations de batteries, là, il y a beaucoup de nouvelles générations de batteries qui se développent. Éventuellement, ces générations de batteries, tout comme elles commencent à arriver dans l'automobile, elles vont arriver aussi. Et là, on va avoir des autonomies de l'ordre de 700-800 km. Donc là, il n'y aura plus de problème. Mais on parle évidemment d'un futur, pas demain matin, mais ça va arriver. Donc cela, c'est 350 km en hiver. Donc c'était le requis au contrat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une dernière question sur ce sujet? Je pense qu'il y a un monsieur qui en avait. Oui, pardon. Merci. Bonjour. Un micro ici, s'il te plaît. Merci. Question qu'à la maison, on vous entend. Même si d'ici, on vous entend, je comprends. Bonjour. Pour les garages, est-ce que vous avez un plan d'achat dans les prochaines années? Une priorité de territoire? Oui, alors on a 2 projets de garage, en fait, un à Vaudreuil et l'autre à Sainte-Julie. Donc, ce seraient les 2 premiers sites pour des garages. Donc, on est dans la phase des plans et devis pour l'instant. Donc, on est encore aux phases de design de ces garages-là. Ça fait partie, effectivement, de la transition de notre modèle d'affaires. On ne va pas seulement devenir acquéreur de nos véhicules, on va aussi devenir propriétaire de nos garages aussi. Puis, j'aime bien les Steelers, moi aussi. Fait que, go Steelers. Parfait. Merci. Dernière question? Parfait. Donc, on va remercier ces messieurs. Merci beaucoup de votre temps et de la générosité de vos réponses. Merci. On va passer au deuxième panel. Donc, je vais vous demander de quitter la scène, d'échanger vos micros avec un collègue. Donc, pour les gens qui sont à la maison, donnez-nous quelques petites secondes, le temps qu'on échange les micros et les nouveaux panélistes vont entrer sur scène. Ça ne devrait pas trop tarder. J'ai promis de ne pas chanter de chansons, alors je ne ferai pas ça, je vous le promets. Mais effectivement, on va se donner un tout petit temps de transition qui ne devrait pas tarder. Je vous remercie de votre patience, par ailleurs. Et j'espère que tout se passe bien à la maison, mais on me dit que tout se déroule normalement, donc ça ne devrait pas tarder. Tout ça se passe en... Maintenant, vous savez qu'on est en direct. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un petit balai derrière. On est en train de changer.
J'espère en tout cas que le premier panel a répondu à plusieurs autres questions qu'on se posait, parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler, l'électrification, mais c'est vrai qu'on a rarement des conversations plus techniques, plus de fond. Donc, on s'était dit que c'était ça l'opportunité qu'on avait aujourd'hui, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien, dans la réalité d'un organisme de transport, là, de commencer à intégrer cette nouvelle technologie-là. En plus, qui, effectivement, dans notre cas, d'intégrer nos premiers autobus. Ce qui, en soi, est un petit défi. Tu sais, c'est un petit changement de modèle d'affaires, c'est un petit changement, donc on s'adapte à tout ça aussi. Et puis voilà. Puis, comme on est sur le thème de l'adaptation, ben, on va aussi parler dans un instant des refontes de réseau, qui sont, elles aussi, des adaptations dans lesquelles on s'intègre tranquillement. On a un immense réseau, on a un territoire de plus de 4000 km² chez Exo. Et c'est un réseau qui, et là je fais tranquillement la transition pendant que nos deux protagonistes vont entrer, que je nomme Catherine Beaulieu, directrice principale, exploitation, autobus et transport adapté, et Vincent Bonenfant, qui est conseiller à la stratégie de refonte de réseau. C'est le cerveau derrière les refontes de réseau. Merci de vous être joints. Bravo pour la transition technique. Ça a relevé du défi. Mais effectivement, ce que j'amenais, puis merci d'être avec nous par ailleurs, ce que j'amenais, c'est qu'effectivement, les refontes de réseau sont importantes dans le sens où quand on a été créé en 2017, on n'est pas une si vieille organisation après tout, on a unifié 14 organisations en une seule, dont 13 réseaux d'autobus différents qui étaient gérés par des organismes qui étaient composés de quelques municipalités qu'on appelait dans la plupart des cas des CIT. Et ça voulait dire 13 réseaux qui avaient été pensés de manière unique, qui avaient été pensés pour, on va se le dire, à l'époque aussi, c'était davantage sur un axe nord-sud, c'était sur un axe où on amenait les gens travailler, on les ramenait le soir. Mais en réalité, depuis le temps, bien, les manières de se déplacer, les besoins en déplacement ont beaucoup évolué. Quand on a été créé, on a aussi reçu la mission d'harmoniser les réseaux, puis de s'assurer de faire une transition dans ce sens-là qui permettait que les couronnes puissent fonctionner entre elles. Donc, on a entamé un vaste programme de refonte des réseaux. Ce sont des refontes. On a tendance à dire une refonte, mais en réalité, ce sont plusieurs refontes qui s'enchaînent les unes après les autres. Et là, je ne vais pas voler les scoops de nos experts. Mais c'est quand même un beau défi. Puis, on vient tout juste d'en lancer une. D'ailleurs, il y a une refonte qui vient d'être mise en opération. Celle-ci, dans les Laurentides, étant donné l'entrée en fonction de la branche du REM vers Anse-à-l'Orme. Ben, c'est pas un truc qui est nécessairement simple. Donc, j'ai donné des petits bouts d'introduction, mais la vraie question de départ, c'est pourquoi, Vincent, est-ce qu'on doit faire ça, des refontes de réseau? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est quoi, ça, une refonte de réseau? Donc, on a en fait plusieurs objectifs. En effet, quand on a une refonte du réseau, le but, c'est pas juste de s'arrimer au REM. Donc, entre autres, il y a différents éléments. Mais c'est aussi d'aller revoir le réseau pour pouvoir l'ajuster à l'évolution des besoins. Donc, on est conscient que chacun des morceaux de réseau souvent était orienté vers Montréal, mais les besoins continuent à évoluer, puis il y a de plus en plus de besoins entre les municipalités, entre elles, et à l'intérieur même d'une municipalité, qu'on peut penser au hors-pointe aussi, des fois vers midi, des déplacements plus locaux. Donc, une grande partie de l'objectif de faire une refonte des réseaux, c'est de s'arriver aux nouveaux besoins de déplacement. Puis, évidemment, il y a toujours des questions d'avoir des grands projets. Donc, s'il y a le REM qui arrive, par exemple, en Couronne Nord, bien, on souhaite que tout le monde puisse en tirer profit. Si c'est un mode qui lui convient et qui arrive près de chez eux et dans leur déplacement, donc on va vouloir s'y arrimer aussi. Donc, ça, c'est un des premiers points. Puis, dans un deuxième temps, pourquoi est-ce qu'on fait plusieurs refontes de réseau, plusieurs morceaux? On a vu la carte à l'écran avec les 7 secteurs plus tôt, et non un seul gros Bing Bang. Mais il faut quand même être conscient que juste dans la Couronne Sud, donc Exo, Couronne Sud, vous êtes plus d'habitants que dans l'agglomération de Longueuil. Donc, juste la Couronne Sud, c'est un très, très gros territoire. Puis en termes de nombre de lignes d'autobus, on va pas forcément en nombre de départs, mais de lignes, Exo a autant de lignes d'autobus, Couronne Nord, Couronne Sud, que sur l'île de Montréal. Donc, en termes de volume, là, c'est très gros. Donc, il faut qu'on le sépare en plusieurs morceaux. Donc, après ça, c'est de se demander, bon, comment est-ce qu'on va prioriser ces morceaux-là? On en avait 7 à l'écran. Les 2 premiers, on était dans les secteurs Exo, le Richelin-Roussillon, donc Sainte-Catherine, Delsun, La Prairie, Saint-Constant.
et le secteur exo CRC, donc Chambly-Richelieu-Carignan, qui a été priorisé pour s'arrimer à la branche sud du REM. Par la suite, le REM prévoit son ouverture dans les Laurentides et vers la presqu'île, donc on a priorisé évidemment ces autres secteurs-là pour pouvoir suivre le développement. Maintenant, il nous reste les autres morceaux des secteurs exo, donc on doit prioriser. Et donc, on est présentement ici avec le secteur sud-ouest d'exo pour la refonte et le secteur Terrebonne-Mascouche et l'Assomption également. Donc, c'est un peu comme ça que les priorisations se sont faites. Okay. Puis ensuite, dans le processus, donc on veut vraiment s'assurer de mieux répondre aux besoins, on veut vraiment créer un réseau qui puisse être une base plus solide pour le développement futur. Il faut être conscient qu'on le fait à l'intérieur de certaines contraintes. Donc, tout ce qui est au niveau des bonifications, des nouveautés, on va devoir le faire à l'intérieur de nos budgets d'exploitation impartis. Donc, ça veut dire ici que le but d'une refonte de réseau, c'est de rebrasser ce qu'on a actuellement pour que ça réponde mieux, donc replacer. Mais il n'y a pas, de nouveau, mais il n'y a rien d'en moins non plus. Donc, on veut vraiment replacer ce qui est déjà disponible pour mieux répondre aux besoins. Donc, ça, c'est une contrainte qui est vraiment importante ici. Et contrairement à des secteurs où les bus traversaient le pont Champlain, donc la Prairie, Candiac, Chambly, bien, dans le secteur ici, les bus vont devoir continuer à traverser le pont Mercier, donc il n'y aura pas d'économie comme on a pu faire dans les autres secteurs. Donc, la redistribution va devoir répondre à des besoins précis, mais va probablement être beaucoup plus difficile. Quand tu veux dire des économies, ce qu'on disait, en fait, c'est qu'on faisait en quelque sorte une économie de kilomètres, c'est-à-dire que les autobus qui ne franchissaient pas tous les kilomètres pour aller sur l'île de Montréal, bien, on pouvait réinvestir tous ces kilomètres-là dans le secteur, donc dans du local. Puis là, dans ce cas-ci, ce n'était pas nécessairement une possibilité. OK. Puis une fois que ce réseau-là est réfléchi, finalisé, qu'on a identifié les bons besoins, tout ça, comment on se prépare à le mettre en opération, Catherine? C'est vraiment un gros travail d'envergure. En fait, ça nous demande environ 1 an parce qu'il y a vraiment beaucoup de dimensions à regarder pour être sûr d'arriver fin prêt pour le jour J, là, qu'on appelle le jour fatidique, où on va vraiment faire un changement complet là, du jour au lendemain. Un ancien réseau devient un nouveau réseau. Donc, dans les différentes facettes qu'on doit regarder, mais une fois qu'il est redessiné, il y a encore des choses à travailler au niveau des horaires pour vraiment s'assurer que tout va bien fonctionner aux différents quais, par exemple dans les terminus, les attentes en bout de ligne et tout ça. On travaille aussi tout ce qu'on appelle la signalétique, c'est les arrêts. Ça a l'air peut-être un peu anodin parce qu'on voit les petits panneaux un peu partout quand on se promène, mais il y en a vraiment énormément. Là, juste le secteur Laurentide pour lequel on vient de refaire une refonte, là, c'était 2900 arrêts. Ou du jour au lendemain, il faut que les anciennes lignes affichent les nouvelles lignes. Donc, c'est vraiment toute une gymnastique d'arriver à ça. On a différentes stratégies de faire des changements à l'avance avec des cache-panneaux qu'on vient enlever la veille du déploiement ou le week-end avant, ou des fois des pauses de collants à la dernière seconde. Mais ça a l'air tout simple, mais c'est vraiment beaucoup de choses à planifier pour y arriver à être fin prêt. Aussi, vous comprendrez qu'avec que les chauffeurs, c'est des gros changements pour eux aussi. Et ils doivent être prêts. Donc, il y a beaucoup d'efforts pour les accompagner dans ce changement-là en amont, leur fournir certains outils pour qu'ils comprennent les nouvelles lignes. Ils ont de la formation. C'est environ 8 heures de formation là, avec une portion pratique et une portion théorique pour qu'ils soient prêts, connaissent bien les lignes pour être prêts lorsqu'on fait le changement. Il y a des changements technologiques à faire aussi. Jim en parlait tout à l'heure. Dans les autobus, il y a beaucoup de technologie, mais pour s'assurer qu'on affiche au devant de l'autobus, qu'on appelle nos girouettes, là, le bon numéro de ligne avec la bonne information de destination, mais il faut aller dans chaque autobus, s'assurer que les changements sont faits, et ça aussi, un peu à la dernière minute, mais il faut l'avoir bien planifié pour que ça se passe bien. Le système de validation des titres aussi doit être mis à jour. Puis enfin, le plus important, je dirais, dans tout ça, c'est notre clientèle. Ce sont des gros changements. Là, mais l'équipe avec Vincent, ils se donnent la peine de vraiment
revoir de fond en comble le réseau, de le repartir de zéro pour qu'il soit bon et prêt pour le futur. Mais ça veut dire que c'est beaucoup de changements pour la clientèle, donc on veut s'assurer de bien les accompagner là-dedans, donc s'assurer que nos outils d'information clientèle, site Internet, tout ça fonctionne bien, informer les gens, les citoyens des changements quand on va déplacer des arrêts ou qu'on arrive sur une nouvelle rue qui n'était pas desservie pour pas qu'il y ait un choc un matin, se lever et l'autobus passe. Donc, beaucoup d'avis riverains, on sert des médias, bien sûr, des municipalités qui nous appuient dans les communications aussi. Puis plus près du lancement, mais là, on a d'autres actions de communication et d'accompagnement avec des gens sur le terrain, là, les quelques semaines avant le changement pour vraiment orienter les gens et qu'ils puissent se repérer dans le nouveau réseau. Puis le fameux jour J, là, en quelques mots, il se passe quoi? Bien, les accompagnements, le jour J, l'accompagnement terrain se poursuit, parce qu'on veut être sûr que les gens puissent se repérer, reconnaissent leur quai, sachent où aller prendre leur ligne, que sûrement le numéro va avoir changé. Oui. On a aussi nos yeux terrain avec nos surveillants réseau qui vraiment nous rapportent là, ce qui se passe, puis qu'on peut ajuster là, s'il y a des petits enjeux, là, que 2 autobus arrivent en même temps au même quai, s'il y a des problématiques de temps de parcours, mais on a les échos vraiment vite et rapidement. Et bien sûr, on suit beaucoup les plaintes et commentaires de la clientèle. C'est un autre outil qui est super important là, d'avoir les commentaires. Puis on s'assure ensuite d'agir dans ce qu'on peut faire, là, soit un petit peu rapidement ou à le prochain changement d'horaire, à la prochaine saison, pour adapter les choses. Mais c'est important de le voir, de le vivre et d'être présent pour faire ça. Merci. On parlait d'écouter la clientèle, puis Vincent t'a précisé tout à l'heure, il y a une phase de consultation, parce qu'on ne décide pas ça tout seul dans notre coin, c'est quoi le besoin non plus des clients. Donc, veux-tu nous parler un petit peu brièvement, là, ça ressemble à quoi les consultations? C'est-tu comme des séances comme ce qu'on fait aujourd'hui ou c'est autre chose? Oui, donc en effet, dans tout le processus de planification, il y a plusieurs éléments qui prennent place. Donc, en effet, il y a un processus consultatif qui est tout ça accompagné d'un processus d'analyse de données. Donc, c'est vraiment un volet double, donc des analyses de données vraiment plus quantitatives sur des statistiques et autres, sur les données, par exemple, de Statistique Canada. Mais il y a tout un volet consultatif qui est très important. Donc, pour chaque secteur de refonte, on fait une première phase de consultation publique. Dans le cas de Sud-Ouest, ici, ça a été en hiver 2024. Et ce qu'on fait dans ces consultations publiques-là, la première, le but, c'est comprendre c'est quoi les besoins. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont les enjeux que vous avez? Donc, on ne présente rien. On vient juste vous demander quels sont vos enjeux. Ici, donc, on avait eu, pour le secteur Sud-Ouest notamment, 3 séances en personne, 2 séances en ligne et un sondage web. Donc, on est venu quand même à un total là, de 6 reprises et on a eu là, dans le sondage web là, plus de 1000 répondants. Donc, c'est quand même un très bon nombre de répondants et de données. Et on va également voir les administrations municipales. Donc, on est allé voir les élus de chacune des municipalités. On est allé voir les services techniques de l'urbanisme, travaux publics de chacune des municipalités. Et on a aussi fait des séances avec les parties prenantes, donc ce qu'on appelle souvent les parcs industriels, les grands employeurs, l'hôpital Anna-Laberge, par exemple, qui est un grand employeur du secteur, pour voir également c'est quoi leurs besoins. Donc, ensemble, on prend un volet qui est très donné, très quantitatif, qu'on vient jumeler à un volet qui est très consultatif pour comprendre les besoins. On met ça ensemble et on travaille un réseau à vous proposer. Et en phase 2, on va revenir avec un réseau basé sur ces analyses-là à vous proposer pour une nouvelle phase de consultation, donc auprès de vous, en public, en ligne, auprès des élus municipaux, des services techniques et des parties prenantes. Présenter ce qu'on pense va être le prochain réseau pour être certain que ça répond aux besoins. Surveiller les dates pour ceux qui sont dans ce secteur-ci, mais justement, c'est quoi les prochaines étapes en matière de refonte des réseaux? Bien, ici, vous aviez, sur la carte, on avait nos 7 secteurs. Donc, présentement, on est en train de faire les analyses des secteurs qu'on a nommés 5 et 6. Donc, Terrebonne-Mascouche, Assomption, numéro 5, et Sud-Ouest, ici, numéro 6. Donc, on a fait les consultations publiques en hiver 2024. Depuis, on travaille à proposer un réseau basé sur ces analyses-là et sur ces consultations. Et on revient en 2026, hiver-printemps, avec une phase 2 de consultation publique pour ces 2 secteurs-ci. Ce qui va nous mener par la suite à pouvoir débuter notre 7e secteur, Sorel-Varennes, Sainte-Julie, Vallée-du-Richelieu, au courant de 2026. Puis on va avoir fini les refontes? On va avoir fait le tour du territoire EXO, qu'on va avoir divisé en 7 morceaux.
Ça va nous avoir pris un bon moment, mais on va pouvoir avoir pris la peine de regarder les besoins de tout le monde, toutes les couronnes, toutes les municipalités, puis de réactualiser le réseau pour mieux répondre aux besoins. C'est un projet d'envergure. Oui. Il n'y a pas de doute sur ce point. Et c'est vrai que vous travaillez très fort, on le voit, là, il y a beaucoup de requestionnements dans tout ça aussi, qu'est-ce qui est la meilleure approche et tout ça. Donc voilà, dans ces secteurs-là aussi, je suis convaincue là, que les gens ont hâte de voir, pour ce qui s'en vient, là, ont hâte de voir tout ça. On va tout mettre ça en ligne au moment opportun, puis évidemment, au moment des consultations aussi, vous serez informés. Ça conclut notre panel sur ce point. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'ai deux questions. Il y a un micro qui vient vers vous. Madame en premier. Bonsoir. Merci. Virginie Bernier, citoyenne de Saint-Constant, travailleuse dans le milieu communautaire. Je prends la parole aujourd'hui au nom du comité transport collectif de Roussillon. Donc, on est un collectif de partenaires et d'organismes communautaires qui se préoccupe grandement de la question de la mobilité en général. Donc, on fait partie des organisations qui ont activement contribué à ce que vous ayez 1000 répondants à vos sondages. Donc, on est alerte depuis une couple d'années et on va suivre les prochaines étapes, évidemment, des consultations. Donc, je vous nomme quelques préoccupations et je vous lance la question. Donc, si, évidemment, le territoire, l'échelle que nous, sur lequel on travaille, c'est le Roussillon. Donc, je comprends que ce n'est pas nécessairement les mêmes découpages là, sur lesquels vous travaillez. Donc, si on considère qu'une personne qui habite à Candiac, par exemple, doit recevoir des soins à l'hôpital Anna-Laberge, si on considère qu'un étudiant, par exemple, de Châteauguay doit poursuivre sa formation scolaire du côté de la Prairie, au centre professionnel, considérant que la seule halte chaleur et le seul refuge pour les personnes en situation d'itinérance de tout le territoire de Roussillon se retrouve à la Prairie. Considérant aussi que dans le portrait du territoire en matière de mobilité, c'est une des faiblesses qui a été identifiée, c'est la connexion Est-Ouest. Considérant que c'est qu'une des orientations du réseau issu de votre processus de consultation est une couronne mieux connectée. Donc, c'est aussi une des priorités qui a été identifiée par le comité transport Roussillon et par de très nombreux acteurs là, sur le territoire, donc pas juste le milieu communautaire, les acteurs du milieu économique, municipal, scolaire, etc. Donc, l'enjeu connexion Est-Ouest, donc le Grand Châteauguay avec ce que nous, on appelle le secteur Caterie, donc l'Est de la MRC. Où en êtes-vous par rapport à cette réflexion-là et par rapport à cet enjeu-là qui nous préoccupe grandement dans l'incapacité d'avoir accès aux besoins essentiels de notre territoire pour les citoyens et citoyennes? Merci. Et donc, en fait, c'est évidemment un élément qui a été remonté dans toutes les consultations, que ce soit publiques, parties prenantes, élus, même au gouvernement. Donc, on est très conscient de cet enjeu-là et on voit le besoin. Donc, dans tous les cas, soyez rassurés qu'on voit que ce besoin de relier les secteurs entre eux, on voit que la vie se passe au-delà des limites qu'on a dessinées sur une carte là, pour faire nos analyses. Donc, dans tous les cas, oui, on regarde comment l'ajouter. La question, ce n'est pas forcément de savoir est-ce que c'est nécessaire. On est conscient que la réponse est oui. Maintenant, c'est de voir comment qu'on va le chercher dans le budget d'exploitation. La seule raison étant que le budget est fixe. Donc, il faut que j'enlève quelque chose à un endroit pour le mettre ailleurs. Puis, ici, la question n'est pas forcément de savoir est-ce que c'est un besoin ou non, mais de comment qu'on va pouvoir le mettre en place au travers de tout ça. Donc, en effet, c'est un besoin là, qui est flagrant, qu'on voit dans les données que vous remontez. Puis, on regarde comment, quand même, le budget d'exploitation, on peut aller redéplacer certains éléments, retirer certains services à un endroit, parce que malheureusement, c'est comme ça qu'il va falloir le faire, pour en rajouter dans la connexion entre les municipalités. Mais ça fait partie des scénarios. Ça fait partie des scénarios, exactement. Puis la question pour ça, c'est de toujours voir, quand on veut rajouter quelque chose, évidemment, on va dégrader quelque chose d'autre ailleurs dans un budget fixe. Est-ce que le gain est mieux que la perte qu'on vient de créer? Et c'est toujours une décision assez délicate et difficile à prendre, puis vous en êtes sûrement consciente aussi. Mais ça n'enlève pas au fait qu'en effet, c'est un élément qui est mentionné, c'est un élément qu'on voit aussi qui est nécessaire à développer. Merci. Monsieur? Bonjour, mon nom est David. Mon français, ce n'est pas le meilleur, mais je vais essayer. Tu as parlé de sauver des kilomètres
moi, je pose la question maintenant parce que chaque journée, on fait des kilomètres à Montréal. Puis, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas un sauve de kilomètres pour aller au Garde Sainte-Catherine qui va sauver du temps, puis des kilomètres. Puis, ça va donner une connexion à nous autres, à tout l'est à Châteauguay. Pourquoi il n'y a pas cette connexion? Tu fais des connexions au REM, des choses comme ça. Bien, nous autres ici, il n'y a aucune autre connexion, sauf l'autobus. Donc, on est vraiment dans la même situation, en effet, que la question précédente. Donc, en effet, oui, le but est de créer le lien entre les deux puis de pouvoir le développer, ce lien-là, dans tous les cas. Donc, on regarde vraiment qu'est-ce qu'on peut retirer à quel endroit pour pouvoir amener des gens à un autre endroit. Donc là, c'est de voir, est-ce qu'en pointe du matin, par exemple, si mettons qu'on enlève 2-3 départs qui vont en Grignon pour dire on s'en va au train parce que le train passe en pointe, par exemple, dans votre cas, bien, c'est de voir maintenant, est-ce que ce financement est équivalent, oui ou non? Si oui, est-ce que ça déplace autant de gens pour déplacer la capacité? Donc, c'est des éléments qu'on voit qui sont nécessaires, qu'on regarde activement, présentement, à pouvoir intégrer à la solution. Mais moi, je peux penser tout de suite que si on enlève, par exemple, le 28 à Montréal, si tu enlèves quelqu'un l'autobus, moi, là, le temps supplémentaire que tu vas payer quelqu'un, ça va enlever parce que maintenant, ça prend environ 2 heures pour rentrer ici à Châteauguay, puis le matin, 1h30. Puis tu vas sauver ce temps-là, puis ça va être 20 minutes aller-retour. Tu sais, tu peux mettre un ligne fixe, 3 autobus pendant la journée, puis ça va sauver beaucoup. Ben, c'est exactement le genre d'analyse qu'on fait, de voir, maintenant qu'on prend le réseau puis on le rebrasse, si j'enlève ici 2-3 départs, est-ce que je peux les rajouter ici, à d'autres endroits pour pouvoir créer un réseau? Donc, c'est exactement les analyses qu'on fait en ce moment pour voir comment on peut aller, comme Caroline Julie, tu nous disais souvent, là, agrandir la tarte par l'intérieur. Donc, de voir avec ce qu'on a actuellement, comment on peut aller creuser plus loin pour offrir plus avec les mêmes infrastructures. Il faut qu'on le fasse à l'intérieur d'un changement qui est partout en même temps. On ne peut pas aller chercher nécessairement un petit bout, ça va déséquilibrer un peu le réseau. Donc, c'est pour ça qu'on le fait à l'intérieur à votre question, pourquoi on ne le fait pas demain matin? C'est parce qu'il faut vraiment le faire pour être sûr qu'on rééquilibre un réseau. Donc, c'est pour ça qu'on le fait en morceaux. Mais c'est pour ça qu'on le fait, oui, c'est ça, mais c'est sûr, mais la refonte de réseau, on espère, va pouvoir répondre à certaines de ces préoccupations-là, c'est certain. Mais on peut pas il faut le faire en morceaux, il faut le faire dans une refonte complète. Mais on comprend tout à fait, c'est sûr que c'est un défi. Bonjour. Monsieur? Pour la prochaine, pourquoi on ne profite pas de certaines infrastructures qui sont en fonction comme la 30 pour offrir des services d'autobus express avec des fréquences plus rapides en heure de pointe? Ben moi, je suis de Ville-Mercier, mais je pense aux gens de Valleyfield qu'ils font encore le pèlerinage avec Beauharnois, Ville de Léry, passent à l'intérieur de Châteauguay pour se rendre à Montréal, alors que l'autoroute 30, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle est indisponible. Pourquoi qu'il n'y a pas des choses express pour dire on va aller chercher Valleyfield, on va arrêter à Beauharnois, on va arrêter un peu à Mercier, mettons, mais tout par rapport à la 30, puis on va descendre, puis il va y avoir quelque chose d'express, ou il va y avoir quelque chose aussi qui va être nord-est, qui va connecter avec les infrastructures existantes au niveau des trains de banlieue ou du REM, pour offrir des possibilités, mais maximiser la 30 avec des autobus à haute fréquence. Bien, on peut continuer en même temps dans cette ligne-là. Donc, le fait de vouloir offrir, peu importe l'infrastructure, quelque chose de plus fréquent, avec plus de services, ça reste toujours l'enjeu d'un budget. Donc, si on les rajoute, il faut les couper à quelque part. Donc, si on part juste avec ce bout-là, en effet. Oui? Je voulais juste dire qu'il y ait moins de stops. Tu sais, parce que là, on fait le pèlerinage à l'ancienne, comme dans les années où il n'y avait pas de 30. C'est plus dans ce sens-là. La fréquence, je comprends là, qu'on a un budget et des contraintes, mais quand même d'installer avec moins d'arrêts
pour que les personnes puissent aller à des points précis, puis s'en aller à Montréal, puis revenir. Mm-hmm. Puis, en effet, ça, c'est un bon point. Puis nous, ce qu'on regarde après aussi, c'est comment on connecte les gens. Tu sais, par exemple, quand on quitte Beauharnois maintenant dans Saint-Timothée avec la gouvernance du transport collectif, Exo ne peut plus faire d'arrêt à Saint-Timothée, notamment, et va à Valleyfield pour amener des soins de Beauharnois, de Châteauguay vers le cégep ou l'hôpital. Mais en effet, à partir de ce moment-là, on peut tirer profit de la 30. C'est ce genre d'éléments-là qu'on veut regarder. Donc, on le regarde par morceaux pour être capable d'amener les gens un peu plus du porte-à-porte, donc s'assurer qu'on ne les laisse pas, par exemple, au coin de la 30, il faut qu'ils correspondent à un autre bus. Fait qu'on essaie de voir comment on peut aller chercher la 30 sur certains morceaux. Puis ensuite, si on va vers tout ce qui est Sainte-Catherine, Delson, Saint-Constant, évidemment, on va passer par la gare, puis évidemment, on va passer par la 30, puis c'est un chemin qui a beaucoup de sens. Puis là, c'est de voir maintenant comment qu'on l'agrandit de l'intérieur. Puis c'est pour ça qu'on fait un processus de refonte. Pourquoi il n'a pas été fait avant? Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer, mais maintenant, on est là, puis c'est ça qu'on fait, puis c'est ce qu'on veut vraiment aller chercher. C'est des gains avec l'intérieur de nos services, donc agrandir la tarte par l'intérieur. Exactement. C'est ça sur quoi on travaille en réalité. C'est la fin de la période de questions. Il en restait une, pardon, je ne vous avais pas vu. Mais ça va être la dernière, effectivement, pour qu'on puisse vous libérer à l'heure, mais allez-y. Bonjour, mon nom c'est Anne Pigotte, je reste à Châteauguay. Est-ce qu'on peut... Je ne suis pas sûre que son micro fonctionne. Oui, OK. Peut-être juste le rapprocher. Allô? Oui. Voilà. Mon nom c'est Anne Pigotte, je reste à Châteauguay. Et c'est juste pour le budget que vous parlez, qu'on doit garder ce budget-là. Je ne sais pas, comme avec le REM et tout le travail qui est fait autour du REM, puis tous les refontes de réseau, ça, c'est de l'argent qui est... Est-ce que c'est par-dessus le montant pour fonctionner le réseau? Parce que, comme nous, à Châteauguay, on n'aurait pas de REM. Et non plus Mercier, non plus Kanawake. Alors, nous, on ne sait pas s'il y aurait de l'argent pour nous parce que nous sommes comme 17 000 à Mercier, 51 000 au moins à Châteauguay, 17 000 à Kanawake. Puis nous, on dépasse pas the bridge, OK? Alors, le pont. Alors, la chose, c'est que l'idée de passer à Candiac, nous sommes ici sur ce bord de l'eau. Alors, on devrait pouvoir passer à Candiac, puis ceux qui restent à Candiac, Sainte-Catherine, il y a un autobus qui va l'amener jusqu'à Brossard, OK? Mais nous, ça arrête au pont. Et je pense qu'on devrait vraiment repenser ça. Et même, on n'a pas eu de l'argent mis sur nous à cause que nous, on n'a pas eu de REM. OK? Et l'autre chose, c'est que je ne sais pas si vous parlez aussi avec le STM, parce que quand on passe par le pont, on voit toutes sortes d'autos qui vont sur le West Island. Alors, ils vont là. Puis nous, on n'a rien qui sert par là. Il y a une station à Dorval qu'on pourrait amener un autobus là-bas parce qu'il y a aussi des cégeps comme John Abbott College, il y a des écoles privées comme Sainte-Anne, il y a les gens qui veulent aller au travail et ça se peut que vous auriez plus de clients si on desservit à l'ouest aussi. OK? Alors, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci pour votre commentaire. Le budget n'est pas le même dans le sens où le budget qui est au REM, ce n'est pas le budget d'Exo. Ce sont des budgets qui sont différents. Il y a une autorité qui rémunère les organisations, puis c'est à partir de ces budgets d'exploitation-là qu'on reçoit, qu'on doit rester dans le même cadre budgétaire pour pouvoir déployer les réseaux. Donc, l'investissement dans le REM ne change rien pour Exo si on veut, là, mais... Ça prend beaucoup d'argent pour faire cette partie-là. Et c'est nous autres qui absorbons ça dans le budget. Mais nous, il n'y a pas cette chose qui va arriver. Mais nous, on paye quand même le même prix, puis on est plusieurs personnes, probablement même plusieurs, dans ces petites places où on va tout refaire le réseau.
Ce que Caroline Julie essayait de mentionner, c'est que même pour des secteurs comme Laurentides ou le secteur de Vaudreuil, là, qu'on est en train de travailler pour se raccorder à la future antenne, on n'a pas plus de budget. Donc, on a eu les mêmes contraintes de desservir les nouvelles stations du REM dans notre enveloppe budgétaire actuelle. Donc, Mais moi, je veux dire, dans le gros budget, ça se peut que nous, on devrait avoir plus pour nous. Le budget par capita, un peu, c'est un peu ça qui est... Oui, mais c'est ça, c'est un budget général d'Exo. Oui, c'est notre budget. On regarde toujours le budget d'exploitation d'Exo. Bien, on vous entend, puis c'est vrai que c'est dans l'esprit de pouvoir essayer d'en offrir plus à l'intérieur de ce qu'on a disponible, qu'on travaille les refontes de réseau, puis qu'on va essayer de faire le mieux avec ce qu'on a effectivement pour être capable, dans la mesure du possible, de répondre à ces besoins-là qui sont importants absolument. Et puis qu'on entend ça, c'est certain. Puis merci d'avoir pris la peine de venir les exprimer ce soir, c'est super important. Comme ça l'a été aussi à l'intérieur des consultations qu'on a fait, il y aura effectivement l'annonce des prochaines dates de consultation qu'on devrait, je pense, pouvoir annoncer, j'espère en début d'année. Là, on n'est pas si loin que ça de pouvoir le faire, mais on espère que ce qu'on aura réussi à faire va répondre mieux à ces besoins-là. C'est tout pour le panel et la période de questions. Là, je ne sais plus côté timing, je vous avoue, on a dépassé. Est-ce que c'est une courte question? Ben, je vais la mettre plus courte que j'avais OK. Tous ici, là, moi, je suis une résidente de Beauharnois, mais de toute façon, ça s'adresse à tout le secteur. Un peu ce que les autres personnes avant moi ont répété. Vous voulez avoir plus de revenus. Pour amener plus de revenus, ça prend plus d'usagers. Mais si l'offre n'est pas adéquat, bien, les gens ne sont pas portés à prendre les transports en commun. Ils vont continuer de prendre leur voiture. C'est ce qu'on ne veut pas, la société. Mais actuellement, la région n'a pas été gâtée sur les ordres de service. Il ne faut pas se le cacher. Le seul avantage qu'on a eu au cours des peut-être 10 dernières années, c'est le stationnement qui a été fait. Outre ça, je ne vois pas d'amélioration. Moi, je prends l'autobus depuis de nombreuses années. Et l'offre de service a dégradé. Très honnêtement, je vais au centre-ville. Il y a 3 autobus à partir de Beauharnois qui vont au centre-ville le matin et le soir, la même chose. Outre ça, il faudrait que je prenne l'autobus qui vient en randonnion de le circuit 1, qui m'amène en Grignon, qui est 20 minutes de minimum de métro, qui m'amène au centre-ville. Puis là, je marche jusqu'à mon travail. C'est pas très agréable de faire tout ce trajet-là. C'est pour ça que moi, j'essaie de me concentrer sur la 28. Mais comme tous les gens ont parlé, la 30, il faut penser à faire l'offre de service pour ajouter un transport qui prendrait la 30. Puis ça irait beaucoup plus vite. Je suis certaine, vos usagers y augmenteraient. Je suis certaine. Alors, je ne veux pas prendre plus de temps. Merci pour votre commentaire. C'est là-dessus qu'on travaille. Merci. Je pense que c'est tout pour nous. Oui, tout à fait. Merci pour laisser la place à notre collègue questions Morgane. et commentaires. Puis comme les collègues vous l'ont dit, on prend ça très au sérieux et très à cœur aussi, soyez-en certains et certaines. Et dans le travail qui est fait actuellement avec la refonte du réseau dans le secteur, on va intégrer le plus possible de vos commentaires. Alors, merci beaucoup. Ça conclut les 2 grands thèmes de la soirée. Merci à nos experts. Merci pour les échanges. Monsieur le maire aussi, merci à vous aussi. Monsieur Fortin, Marc. Pour les participants en ligne, merci aussi pour votre écoute. Et puis pour ceux qui sont sur place, n'hésitez pas, encore une fois, à aller visiter nos kiosques. Tous nos experts qui étaient là ce soir, ils seront pour répondre à vos autres questions éventuelles à ce sujet-là. Profitez-en, c'est l'occasion. Et toute l'équipe sera ravie de vous y accueillir. Alors, bonne fin de soirée et au plaisir
de se retrouver dans une prochaine édition de Rencontre publique d'Exo. Merci beaucoup.